Une prison oubliée devient soudain un champ qui nourrit, à Baporo. Ce qui ressemblait hier à un vieux centre agricole presque réduit à ses ruines se transforme en laboratoire de réinsertion, de production et de dignité, sous les yeux d'un pays qui cherche une autre voie. Mais si Ibrahim Traoré fait de cet endroit un symbole, que révèle vraiment cette visite sur la justice, le travail et l'avenir du Burkina Faso? La réponse commence derrière les clôtures. Vous allez entendre ici plus qu'une simple visite officielle. Ce qui se joue à Baporo touche à une question que beaucoup évitent de regarder en face. Une prison peut-elle redevenir un lieu où l'homme apprend, répare, produit et se prépare à revenir dans la société autrement? Vous comprendrez pourquoi ce centre change la lecture du moment. Et ce n'est pas une histoire à écouter distraitement. Si l'on s'arrête seulement aux images, on voit des champs, des détenus au travail, des bâtiments en chantier et des responsables qui accueillent une délégation. Mais si l'on écoute vraiment les mots, les chiffres et les silences, autre chose apparaît. Il ne s'agit pas seulement d'agriculture, il ne s'agit pas seulement de discipline. Il s'agit d'une tentative de déplacer le centre de gravité du système pénitentiaire burkinabé. Ne pas aller plus loin, ce serait risquer de réduire cette séquence à une communication de plus. Ce serait passer à côté d'un message plus profond sur la dignité humaine, sur la production nationale, sur la manière dont un État peut traiter ceux qui ont chuté sans les condamner à disparaître. Et dans un pays où chaque décision publique est observée, commentée, parfois déformée, manquer ce détail, c'est perdre une partie essentielle de la lecture du Burkina Faso d'aujourd'hui. Le premier choc est simple. En 2023, le centre de Baporo ne gardait presque plus que 22 hectares exploitables sur les 100 hectares de prévus au départ. Aujourd'hui, autour du même lieu, les responsables parlent d'environ 345 hectares prévus cette année et d'un objectif de 1000 hectares sur 3 ans. Ce n'est plus une correction marginale, c'est un changement d'échelle. Pour comprendre ce que cela signifie, il faut revenir au point de départ. Le centre pénitentiaire agricole de Baporo a été créé en 1984 sous la Révolution, puis rendu fonctionnel un peu plus tard, en 1986. Son idée première était claire, recevoir des condamnés aux travaux agricoles et servir aussi de cadre de réinsertion sociale. Autrement dit, il ne devait pas seulement enfermer, il devait transformer. Mais avec le temps, ce projet s'est affaibli. La superficie s'est réduite. La production annuelle était tombée autour de 12 tonnes de céréales. Les bâtiments avaient vieilli. La capacité d'accueil restait pensée pour environ 80 personnes, alors que l'ambition annoncée aujourd'hui vise un autre niveau. C'est là que la visite de Ibrahim Traoré devient plus qu'un déplacement protocolaire. Elle met en scène un basculement, passer d'un centre presque diminué à un pôle agricole, carcéral et social beaucoup plus large. Le mot important, ici, n'est pas seulement production. Le mot important, c'est réinsertion. Car les premières personnes concernées ne sont pas des chiffres, ce sont les pensionnaires. Certains travaillent dans les champs, d'autres apprennent une discipline, un métier, une manière de se projeter après la prison. Dans le discours tenu sur place, la prison n'est pas décrite comme la fin du monde, mais comme une étape qui doit rester humaine. Et c'est précisément ce qui donne à cette séquence sa force. Elle relie 3 choses rarement placées ensemble: justice, agriculture et dignité. Elle dit qu'un détenu peut encore servir la nation. Elle dit aussi qu'un État peut chercher à réduire l'enfermement pur, sans supprimer l'exigence de responsabilité. À Baporo, le mur ne disparaît pas, mais son sens commence à changer. Celui qui guide d'abord la lecture de Baporo n'est pas un commentateur extérieur. C'est le responsable du centre, debout sur le terrain, face à ce que le lieu était hier et à ce qu'il prétend devenir maintenant. Son récit ne cherche pas à fabriquer un décor parfait. Il part d'une réalité très concrète, un centre ancien, des bâtiments limités, une capacité trop faible, des terres perdues, puis une relance progressive depuis 2023. Ce détail compte, parce que le changement n'est pas raconté depuis un bureau lointain. Il est décrit à côté des champs, devant les pensionnaires, dans un endroit où l'on voit directement ce qui a été fait et ce qui reste à faire. On parle de maïs, on parle de riz, on parle de sorgho. On parle aussi d'une pompe installée avec l'appui du ministère de l'Agriculture, d'un problème de tension électrique pour le pompage.
et d'une saison sèche qui aurait pu aller plus loin si tous les travaux avaient été terminés plus tôt. Cette précision donne du poids au récit. Elle montre que le modèle n'est pas magique. Il dépend d'eau, d'électricité, de machines, d'encadrement et de temps. Puis vient l'autre guide, le pensionnaire lui-même. Sa parole est simple, parfois débordante de gratitude. Il rappelle que, selon lui, depuis 40 ans, jamais le centre n'avait connu une vie semblable. Ce n'est pas une formule froide, c'est le regard de quelqu'un qui vit le changement de l'intérieur. Quand une personne privée de liberté dit que le travail lui permet de gagner en santé, de réduire sa peine et de retrouver une utilité, le sujet quitte la théorie, il devient humain. Et c'est là que tout bascule doucement. Tout a commencé comme une relance, puis la relance est devenue une démonstration. Au départ, Baporo portait une promesse ancienne. Le centre avait été créé en 1984, dans l'élan d'une révolution qui voulait lier travail, discipline et transformation sociale. 2 ans plus tard, il devenait fonctionnel. L'idée était directe, ne pas laisser la prison être seulement un lieu de punition, mais en faire un espace où le condamné pouvait travailler la terre, apprendre, se corriger et préparer son retour. Puis le temps a rongé le projet. Les terres se sont réduites, les bâtiments ont vieilli, la production a baissé, l'élan s'est affaibli. En 2023, le contraste était brutal. Sur les 100 hectares prévus au départ, il ne restait pratiquement plus que 22 hectares exploitables. La production annuelle tournait autour de 12 tonnes de céréales. Pour un centre conçu comme un outil agricole et social, ce chiffre disait beaucoup. Il disait la perte d'ambition. Il disait l'usure. Il disait aussi qu'un modèle pensé pour produire et réinsérer avait fini par fonctionner bien en dessous de son potentiel. Puis vient le tournant, la machine redémarre, les terres reviennent, les objectifs montent. Sous l'impulsion attribuée à Ibrahim Traoré, le centre reprend une place dans le discours national. Les responsables parlent désormais d'environ 345 hectares exploitables prévus cette année. Ils évoquent un objectif de 1000 hectares sur les 3 prochaines années. Et l'année passée, la production à Baporo a atteint environ 270 tonnes. Dans un ensemble où il est aussi question de 350 tonnes produites pour nourrir les détenus du Burkina Faso. Le changement saute aux yeux, mais il ne tombe pas du ciel. Il y a d'abord les champs, du maïs en saison sèche, du riz, du sorgho, du soja, du haricot, du sésame. Il y a aussi les contraintes, la pompe, l'eau, la tension électrique, le calendrier agricole, les travaux qui arrivent parfois trop tard pour certaines cultures comme le blé. Rien n'est parfaitement lisse, rien n'est raconté comme une réussite sans friction. Et c'est justement ce qui rend le récit plus crédible. Car une vraie transformation ne se voit pas seulement dans les annonces, elle se voit dans les obstacles que l'on nomme, dans les problèmes que l'on reconnaît, dans les limites que l'on tente de dépasser. Baporo n'est pas présenté comme un décor. Baporo est présenté comme un chantier vivant. Ensuite vient la question de la capacité. Là encore, le chiffre frappe. Le centre avait de vieux bâtiments prévus pour environ 80 personnes. Mais avec la nouvelle construction autorisée, l'objectif annoncé est d'accueillir entre 500 et 600 détenus cette année. Cela change tout. Ce n'est plus un petit centre qui survit avec quelques parcelles. C'est un dispositif qui cherche à devenir un pôle de production, de formation et de gestion pénitentiaire. Alors le récit prend une autre vitesse. Les détenus ne sont plus décrits seulement comme des personnes mises à l'écart. Ils deviennent des apprenants, des travailleurs, des futurs entrepreneurs possibles, des citoyens qui, après avoir connu la chute, pourraient un jour conseiller d'autres jeunes mieux que quiconque, précisément parce qu'ils auront traversé l'expérience de la prison. Là se trouve la partie la plus forte. Dans la parole de Ibrahim Traoré, la prison ne doit pas copier ce qu'il appelle le modèle des impérialistes. Elle ne doit pas détruire l'homme à petit feu entre 4 murs. Elle doit rester ferme, mais humaine. Elle doit corriger, mais aussi former. Elle doit sanctionner, mais sans effacer la possibilité d'un retour. Le centre devient alors plus qu'un lieu. Il devient une thèse. Une thèse sur la justice, une thèse sur le travail, une thèse sur la souveraineté alimentaire.
Une thèse sur la capacité d'un État africain à inventer ses propres réponses au lieu d'imiter des systèmes qui enferment sans réparer. Et le plus important arrive dans la dernière onde de choc. Baporo n'est pas pensé comme une exception destinée à rester seule. L'idée annoncée est de multiplier ce type de pôle près des plans d'eau, de réduire drastiquement le nombre de prisons au Burkina Faso et de concentrer l'effort autour de quelques grands centres capables de produire, former et accompagner. C'est là que le dossier dépasse Baporo. Ce n'est plus un centre, c'est un prototype. Les chiffres changent la température du récit. Jusqu'ici, Baporo pouvait encore être perçu comme une belle intention, un symbole fort, une scène politique soigneusement mise en avant. Mais dès que l'on place les données les unes à côté des autres, l'impression devient plus lourde. Avant, le centre disposait d'un projet foncier de 100 hectares. En 2023, il n'en restait presque que 22 exploitables. Cette chute dit une chose simple. Le centre avait perdu l'essentiel de sa force productive. 22 hectares, ce n'est pas seulement une surface, c'est une ambition réduite à une marge. Puis le mouvement inverse apparaît. Les responsables parlent d'environ 345 hectares exploitables prévus cette année. En 3 ans, l'objectif annoncé monte jusqu'à 1000 hectares. Cette fois, le chiffre ne décrit pas seulement une réparation, il décrit un changement de catégorie. Le centre ne cherche plus seulement à survivre, il cherche à devenir un grand pôle agricole. Le deuxième chiffre frappe autrement. En 2023, la production annuelle était autour de 12 tonnes de céréales. L'année passée, la production réalisée à Baporo est annoncée autour de 270 tonnes. L'écart est massif. Il ne raconte pas seulement une hausse, il raconte une reprise de capacité, d'organisation et de confiance. 12 tonnes, c'était le signe d'un outil affaibli. 270 tonnes, c'est déjà une autre conversation. Et ce chiffre doit être placé dans un cadre plus large, sur place. Il est dit que la production totale permettant de nourrir les détenus du Burkina Faso atteignait environ 350 tonnes l'année passée, dont 270 venues de Baporo. Cela donne au centre un poids particulier. Il ne produit pas seulement pour montrer qu'il existe, il contribue directement à un besoin réel du système pénitentiaire. Ce point est décisif, car une prison coûte, elle mobilise de la nourriture, du personnel, des bâtiments, de la sécurité, des soins. Quand un centre pénitentiaire commence à produire une part importante de ce qu'il consomme, il change la logique économique de l'enfermement. Il ne supprime pas le coût, il transforme une partie du coût en activité, en formation et en utilité. Le troisième chiffre touche directement l'humain. Les anciens bâtiments étaient prévus pour environ 80 personnes. Avec le nouveau bâtiment autorisé, l'objectif annoncé est d'accueillir entre 500 et 600 détenus cette année. Là encore, le saut est considérable. 80 places limitèrent le modèle à une expérience étroite. 500 à 600 places ouvrent une ambition systémique. Mais cette ambition porte aussi une exigence. Plus le nombre de pensionnaires augmente, plus l'encadrement devient important, il faut de la formation, il faut de la sécurité, il faut de l'eau, il faut des soins, il faut des outils, il faut un accompagnement après la sortie. Sinon, le modèle risque de grandir plus vite que sa capacité réelle à transformer les vies. C'est pourquoi les chiffres ne doivent pas être entendus comme un triomphe automatique. Ils doivent être entendus comme une promesse mesurable. Si les terres augmentent, il faudra regarder la production. Si les détenus arrivent de plus nombreux, il faudra regarder la qualité de l'encadrement. Si le discours parle de réinsertion, il faudra regarder ce que deviennent les personnes après Baporo. C'est là que Ibrahim Traoré place l'enjeu le plus lourd. Dans son propos, la prison doit devenir un lieu d'apprentissage, pas une machine qui détruit lentement ceux qu'elle enferme. Le chiffre n'est donc pas seulement agricole, il devient moral. La surface cultivée mesure l'ambition, la production mesure l'organisation, la réinsertion mesurera la vérité. Et cette vérité ne se lira pas dans une seule visite. Elle se lira dans la durée, dans les récoltes, dans les sorties réussies, dans les anciens pensionnaires capables de créer une activité, de conseiller les jeunes et de ne pas revenir dans le cycle pénitentiaire. C'est à ce moment seulement que Baporo pourra prouver qu'il n'est pas seulement une image forte de Burkina Faso News,
mais une réponse concrète à une question difficile. Comment punir sans détruire? Comment corriger sans humilier? Comment produire sans oublier l'homme? Ces questions donnent aux chiffres tout leur poids. Et elles expliquent pourquoi cette séquence dépasse largement le cadre d'une Ibrahim Traoré interview ordinaire ou d'une visite filmée. Elle oblige à regarder une idée plus vaste. Un système peut-il transformer la peine en apprentissage et l'enfermement en préparation au retour? À Baporo, les premiers chiffres disent que quelque chose a bougé. Reste à voir si ce mouvement tiendra. Il faut maintenant faire une pause et regarder l'objection la plus sérieuse. Tout le monde ne recevra pas ce modèle avec enthousiasme. Certains diront qu'un centre pénitentiaire agricole peut facilement glisser vers une forme de travail imposée, surtout quand les personnes concernées sont privées de liberté. L'objection n'est pas faible. Elle mérite d'être entendue. Dès qu'un détenu travaille, la question devient sensible. Travaille-t-il vraiment pour se former ou travaille-t-il parce qu'il ne peut pas refuser? C'est une vraie ligne de tension. La réponse donnée à Baporo repose sur plusieurs éléments. D'abord, le discours insiste sur les travaux d'intérêt général, sur l'apprentissage, sur la réinsertion et sur la possibilité de réduire les peines. Ensuite, les pensionnaires eux-mêmes sont présentés comme des acteurs qui y voient une faveur, une manière de gagner en santé, de retrouver une utilité et de préparer autre chose. Enfin, le centre n'est pas décrit seulement comme un champ. Il est présenté comme un lieu où l'on apprend à vivre autrement. Mais cette réponse ne ferme pas tout. Elle ouvre plutôt une exigence. Il faudra que le travail reste lié à la formation, à la dignité et au retour social. S'il devient seulement un moyen de produire davantage, le cœur moral du projet s'affaiblira. S'il garde un lien clair avec l'apprentissage, l'accompagnement et la sortie, alors il pourra défendre son originalité. La deuxième objection est tout aussi forte. Certains diront que l'ambition est trop grande. Passer d'un centre affaibli à un objectif de centaines, puis de 1000 hectares, suppose une organisation solide. L'eau doit suivre, l'électricité doit suivre, les machines doivent suivre, les encadreurs doivent suivre, le ministère doit suivre, et surtout, le suivi après la prison doit suivre. Sans cela, le risque est simple. Le modèle peut impressionner au début, puis s'essouffler. Là encore, les propos tenus sur place donnent une piste de réponse. Les responsables ne cachent pas totalement les contraintes. Ils parlent de la pompe, des retards, de la tension électrique, des cultures rendues impossibles par le calendrier. Cette manière de nommer les obstacles rend le projet plus sérieux que s'il était présenté comme déjà parfait. En plaçant les deux regards sur la table, l'image devient plus nette. Baporo n'est ni une solution magique, ni une simple mise en scène. C'est une expérience qui mérite d'être suivie, mesurée et jugée dans le temps. La promesse est forte, la preuve devra durer. Puis la prison change de visage. À ce moment du récit, quelque chose se déplace. Jusqu'ici, Baporo pouvait être compris comme un centre agricole remis en marche, avec ses terres, ses pompes, ses cultures, ses bâtiments et ses chiffres. Mais le propos de Ibrahim Traoré ouvre une couche plus profonde. La prison n'est pas seulement un endroit où l'on enferme ceux qui ont fauté. Elle devient un test de civilisation. Cette idée est simple, mais elle dérange. Car lorsqu'il affirme que la prison doit rester humaine, il ne parle pas seulement des détenus. Il parle de la société qui les regarde. Une société peut sanctionner, elle peut exiger la responsabilité, elle peut défendre l'ordre. Mais elle révèle aussi sa propre nature dans la manière dont elle traite ceux qui sont tombés. Voilà le vrai tournant. À Baporo, le détenu n'est pas seulement montré comme un problème à contenir. Il est présenté comme quelqu'un qui peut apprendre, produire, conseiller, sortir et reconstruire. Cette vision ne supprime pas la faute. Elle refuse simplement que la faute devienne toute l'identité d'un homme. Et c'est ici que le modèle prend une dimension plus grande que ses hectares. Car si la prison devient un lieu d'apprentissage, alors la justice ne regarde plus seulement le passé. Elle commence aussi à travailler sur l'avenir. La suite dira jusqu'où cette idée peut aller. À partir de ce tournant, les conséquences ne restent plus enfermées à Baporo. Elles commencent à toucher plusieurs cercles à la fois, et chaque cercle révèle une partie différente de l'enjeu. Pour l'État, d'abord, le message est lourd.
Un centre comme Baporo oblige l'administration à ne plus penser la prison seulement comme une dépense, un bâtiment et une contrainte sécuritaire. Il l'oblige à la penser comme un système complet. Justice, agriculture, santé, formation, discipline, accompagnement, production, c'est plus exigeant, c'est aussi plus risqué. Car quand Ibrahim Traoré affirme vouloir réduire fortement le nombre de prisons et concentrer les efforts dans de grands pôles productifs, l'État se place devant une promesse qui devra être vérifiée par les faits. La parole publique devient mesurable. Pour le système pénitentiaire, la conséquence est encore plus directe. Si Baporo devient un modèle, alors les gardes, les responsables et les ministères concernés ne sont plus seulement chargés de surveiller. Ils doivent s'en former. Ils doivent encadrer. Ils doivent organiser le travail sans perdre la dignité. Ils doivent suivre les détenus pendant la peine, puis penser leur retour après la sortie. La prison cesse d'être un couloir fermé. Elle devient un parcours. Et un parcours demande plus qu'un uniforme. Pour les détenus, l'effet est le plus humain. Le discours prononcé sur place leur dit qu'ils ne sont pas réduits à leur faute. Il leur dit qu'ils peuvent apprendre un métier, travailler la terre, retrouver une discipline, puis sortir avec quelque chose de concret entre les mains. Cela ne rend pas la peine facile. Cela ne gomme pas la responsabilité. Mais cela évite que l'enfermement devienne seulement une lente disparition derrière 4 murs. Un détenu qui apprend peut redevenir utile. Cette phrase paraît simple. Pourtant, elle contient presque tout le projet. Car si un ancien pensionnaire sort de Baporo avec une compétence agricole, une habitude de travail et un accompagnement réel, il ne revient pas dans la société les mains vides. Il peut cultiver, il peut entreprendre, il peut parler aux jeunes avec une autorité que personne ne peut inventer à sa place. Il peut dire ce qu'il a vu, ce qu'il a perdu, ce qu'il a compris. Pour les familles, la conséquence est moins visible, mais profonde. Une prison qui humilie casse souvent plus qu'un individu. Elle atteint une maison entière. Elle laisse derrière elle de la honte, de la peur, parfois du rejet, mais une prison qui prépare le retour peut changer ce moment. Le retour n'est plus seulement une sortie administrative, il peut devenir une reprise de place dans la communauté. C'est là que la dignité devient concrète. Pour l'économie locale, l'impact peut aussi devenir réel. Des centaines d'hectares cultivés, des productions de maïs, de riz, de sorgho, de soja, de haricots ou de sésame. Ce ne sont pas seulement des images agricoles, ce sont des besoins en eau, en outils, en semences, en machines, en encadrement, en transport. Si le modèle grandit, il peut créer autour de lui une petite chaîne d'activités. Mais si l'organisation ne suit pas, la même ambition peut devenir une charge difficile à tenir. La production ne pardonne pas l'improvisation. Pour le Burkina Faso, enfin, la portée devient politique et symbolique. La séquence s'inscrit dans un récit plus large de souveraineté, de correction des modèles hérités, de recherche d'une voie propre. C'est pourquoi les mots Ibrahim Traoré, Burkina Faso ne renvoient pas seulement ici à une figure de pouvoir. Ils renvoient à une tentative de formuler une réponse nationale à un problème ancien. Que faire de ceux que la société punit, mais qu'elle devra peut-être accueillir de nouveau? Et au-delà du pays, le regard africain compte. Dans le discours tenu à Baporo, il est dit que des visiteurs s'intéressent à cette expérience, que certains responsables extérieurs veulent comprendre comment des prisonniers peuvent travailler en plein air, y compris dans les rues de Ouagadougou. Ce détail montre que le modèle n'est pas seulement observé de l'intérieur, il intrigue aussi dehors. Mais l'attention extérieure ne suffit pas, elle augmente même la pression. Si Baporo réussit, il pourra devenir une référence. Si Baporo échoue, il deviendra un avertissement. Dans les deux cas, l'expérience ne pourra plus être regardée comme un simple événement de Burkina Faso News. Elle sera jugée sur sa capacité à tenir ensemble 4 choses difficiles: la sécurité, la production, la justice et l'humanité. Voilà la vraie conséquence. Personne ne peut rester totalement à l'écart. À partir d'ici, 3 trajectoires deviennent possibles. La plus probable est une progression lente, imparfaite, mais réelle. Baporo continue d'étendre ses terres. Les nouvelles capacités d'accueil se mettent en place. Les cultures avancent, avec des saisons meilleures que d'autres, des contraintes techniques, des ajustements administratifs et des résultats mesurés dans la durée.
Dans ce scénario, le modèle ne transforme pas tout d'un coup, mais il impose une nouvelle manière de penser la prison au Burkina Faso. Ce serait déjà considérable. Le scénario le plus favorable va plus loin. Les pôles agricoles pénitentiaires se multiplient près des plans d'eau. Les détenus reçoivent une vraie formation. Les services de l'État suivent les anciens pensionnaires après leur sortie. Les productions renforcent l'autonomie alimentaire du système pénitentiaire. Et certains anciens détenus deviennent réellement des agriculteurs, des entrepreneurs ou des voix capables de prévenir les jeunes contre les erreurs qui les ont conduits en prison. Dans ce cas, la visite de Ibrahim Traoré à Baporo serait relue plus tard comme un moment de bascule. Pas seulement parce qu'un président s'est rendu dans un centre ancien, mais parce qu'un modèle aurait commencé à prouver qu'une peine peut punir sans écraser, corriger sans effacer, produire sans déshumaniser. Mais il existe aussi un scénario plus dur. Si l'ambition grandit plus vite que l'organisation, le modèle peut se fragiliser. Les terres peuvent être annoncées sans rendement suffisant. Les bâtiments peuvent accueillir davantage de personnes sans encadrement assez solide. Les détenus peuvent travailler sans que la formation, la santé, la dignité et la sortie soient réellement garanties. Et dans ce cas, l'idée la plus noble du projet pourrait être absorbée par une logique de production pure. Ce serait le danger central. Car Baporo repose sur un équilibre délicat. Trop d'enfermement, et l'homme disparaît. Trop de communication, et la réalité se vide. Trop de production sans réinsertion, et le modèle perd son âme, mais avec assez de rigueur, de suivi et d'humanité. Le centre peut devenir une expérience sérieuse, capable d'inspirer bien au-delà de ses propres champs. La vraie question n'est donc pas de savoir si tout est déjà réussi. La vraie question est de savoir si tout sera tenu. Pour cela, il faudra regarder des signes concrets, les hectares réellement exploités, les tonnes réellement produites, les conditions de vie réellement améliorées, les compétences réellement acquises, les sorties réellement accompagnées. Il faudra regarder ce que deviennent les personnes, pas seulement ce que montrent les images. Et il faudra accepter une idée simple. Un projet de justice ne se juge pas seulement au jour de son lancement, mais dans les années qui suivent. L'avenir de Baporo dépendra de cette patience-là, une patience exigeante, une patience qui mesure, une patience qui ne confond pas symbole et résultat. Car dans ce dossier, le plus important n'est pas de choisir un récit trop optimiste ou trop sombre. Le plus important est de rester assez lucide pour suivre les trois possibilités à la fois. L'espoir existe, mais il devra travailler. Après ces scénarios, la question revient vers vous, non pas pour vous mettre au centre artificiellement, mais parce qu'un sujet comme celui-ci finit toujours par toucher la manière dont chacun pense la justice, la responsabilité et la dignité humaine. Si vous faites partie de ceux qui suivent déjà de près l'évolution du Burkina Faso, alors Baporo vous donne un signal à observer avec attention. Il ne suffit pas de retenir les images fortes. Il faut suivre les résultats, les hectares, les récoltes, les conditions de vie, les formations, les sorties, les anciens pensionnaires. C'est là que se trouve la différence entre une promesse et une transformation. Observez, ici, c'est déjà comprendre plus tôt que les autres. Si vous êtes plutôt concerné indirectement par l'économie, la sécurité, la stabilité sociale ou l'avenir de l'Afrique de l'Ouest, le sujet vous parle aussi. Une prison qui devient un pôle de production change la manière dont un État utilise ses ressources. Elle peut réduire certaines charges, créer des compétences, renforcer des filières agricoles et modifier le rapport entre sanctions et utilité publique. Mais elle peut aussi échouer si l'organisation ne suit pas. Le détail local peut devenir régional. Et si vous pensez que ce sujet ne vous concerne pas, c'est peut-être justement là qu'il faut ralentir. Car la prison est souvent l'endroit que les sociétés préfèrent ne pas regarder. On y place ceux qui dérangent. On ferme la porte. On continue. Pourtant, la façon dont une société traite ses détenus dit beaucoup sur ce qu'elle croit de l'homme, de la faute et du retour possible. Personne ne demande d'être naïf. Personne ne demande d'effacer les responsabilités. Mais comprendre Baporo, c'est comprendre une tension qui dépasse largement un centre agricole. Comment rester ferme sans devenir brutal, comment punir sans condamner définitivement, comment donner une seconde chance sans nier la faute commise. Et dans ce sens, cette histoire ne parle pas seulement des prisonniers,
Elle parle de la société qui choisit ce qu'elle veut devenir. Une solution ne vaut rien si elle reste un slogan. À Baporo, la question n'est donc plus seulement de savoir si l'idée est belle, mais de savoir comment elle peut être tenue, contrôlée et rendue durable. La première responsabilité revient à l'État. Si Ibrahim Traoré veut faire de ce type de centre un modèle, alors l'administration doit définir des objectifs simples, vérifiables et publics. Combien d'hectares réellement exploités? Combien de tonnes produites? Combien de détenus formés? Combien de sorties accompagnées? Sans ces repères, le récit restera fort, mais difficile à juger. La deuxième responsabilité revient au système pénitentiaire lui-même. Les agents ne peuvent plus être seulement des surveillants. Ils doivent devenir aussi des encadreurs, des formateurs, des observateurs du comportement et des relais vers la réinsertion. Cela demande une méthode. Cela demande de la discipline. Cela demande surtout une frontière claire entre travail utile et exploitation. La troisième responsabilité concerne l'agriculture. L'eau, les pompes, l'électricité, les semences, les machines et le calendrier des cultures doivent suivre le discours. Un champ ne répond pas à la communication, il répond à l'organisation. Si l'irrigation arrive trop tard, une saison peut être perdue. Si les machines manquent, les superficies annoncées restent théoriques. La quatrième responsabilité commence après la prison. C'est peut-être la plus décisive. Un détenu formé à Baporo ne doit pas sortir seul, sans suivi, sans orientation, sans possibilité réelle de transformer l'apprentissage en activité. Si l'accompagnement s'arrête à la porte, la promesse perd une partie de sa force. Enfin, il faut mesurer la dignité, pas avec de grands mots seulement, mais par les soins, les bâtiments, l'alimentation, l'écoute, la formation et la manière dont chaque pensionnaire est traité. C'est là que le modèle sera jugé. L'exécution dira la vérité. Il faut revenir à cette scène simple. Un pensionnaire debout à Baporo, reconnaissant, presque bouleversé, qui dit que ce lieu n'avait jamais connu une telle vie depuis des décennies. Ce moment n'explique pas tout, mais il donne un visage à tout le reste. Depuis le début, le récit a traversé les hectares perdus, les terres reprises, les tonnes produites, les bâtiments agrandis, les ambitions nouvelles et les risques réels. Il a montré que la prison pouvait devenir autre chose qu'un lieu de rupture. Pas un paradis, pas une image parfaite, mais peut-être un passage où l'homme, même après la faute, peut encore apprendre à servir. C'est ici que le nom de Ibrahim Traoré revient avec le plus de poids, non comme une simple signature politique, mais comme le porteur d'une question adressée à tout un pays: que vaut une société si elle ne sait plus corriger sans détruire? La réponse n'est pas encore terminée. Elle se construira dans les champs, dans les formations, dans les sorties réussies, dans les vies qui ne retomberont pas. Baporo n'est peut-être qu'un début, mais certains débuts changent une époque. Si cette histoire vous a touché, ce n'est probablement pas seulement à cause des chiffres. C'est parce qu'elle pose une question plus intime, plus profonde, presque silencieuse. Que fait une société avec ceux qui sont tombés, mais qui peuvent encore se relever? Chacun peut répondre différemment. Certains verront d'abord l'enjeu agricole, d'autres verront l'enjeu pénitentiaire, d'autres encore verront une tentative politique de redéfinir la justice, la production et la dignité dans le Burkina Faso d'aujourd'hui. Mais dans tous les cas, Baporo mérite d'être discuté avec sérieux, sans aveuglement et sans cynisme. Si vous pensez que cette réflexion peut aider d'autres personnes à mieux comprendre ce qui se joue, alors faites-la circuler autour de vous. Pas pour imposer une opinion, mais pour ouvrir une conversation plus juste, plus calme, plus utile. Et vous, selon vous, quel est le point le plus important à surveiller maintenant? La production, la dignité des détenus, le suivi après la sortie, ou la capacité du modèle à s'étendre sans perdre son âme? La discussion ne s'arrête pas ici. Elle commence avec ceux qui acceptent de regarder plus loin,